Honorable Tchanao Uruako, bonjour. Bonjour. Vous êtes député à l'Assemblée nationale. Vous avez suivi le ministre de l'économie et des finances la dernière fois. Pourquoi une loi rectificative des finances en cours d'exercice? Merci. En réalité, lorsque nous adoptons la loi de finances exercice initial, tout ce qui est présenté constitue des prévisions. Que ce soit en recettes ou en dépenses, ce sont des prévisions. Et lorsque les prévisions sont mal faites, et c'est ce que nous avions toujours déploré au Togo, en évoquant la question de l'insincérité des comptes publics au Togo. Donc lorsque les prévisions ne sont pas bien faites, au cours de l'exercice, le gouvernement rencontre des difficultés, d'abord en ce qui concerne les collectes des recettes qui permettent de réaliser les dépenses, et ensuite les emprunts et surtout les relations avec les bailleurs de fonds sous forme d'appui budgétaire. Donc à partir de cet instant, lorsque au cours d'exercice, le gouvernement rencontre des difficultés, il est obligé, selon la LOLF, la loi organique sur la loi des finances, qui oblige le gouvernement de revenir solliciter l'autorisation du Parlement pour rectifier ce qui ne va pas afin de continuer l'exécution du budget. Donc, depuis un certain temps, vous êtes sans savoir que les budgets que nous avions votés comportent des déficits énormes. Et par rapport aux bailleurs de fonds qui sont devenus ces derniers temps très réticents pour accompagner le gouvernement togolais dans l'exécution du budget, il est tout à fait normal que le gouvernement revienne au niveau de l'Assemblée, expliquer les raisons pour lesquelles il n'arrive pas à exécuter le budget tel qu'il a été voté initialement, et voir si l'Assemblée, dans ces conditions-là, peut accorder ou non sa caution pour que le gouvernement puisse continuer l'exécution du budget. Donc, c'est ce qui s'est passé la dernière fois. Donc vous acceptez le fait qu'il y ait eu une augmentation de 1,7% comme l'a justifié le ministre? Non, là aussi, ce n'est pas clair. L'augmentation d'1,7% n'est pas due à l'augmentation des recettes, mais c'est dû à l'augmentation des dépenses. Vous vous rappelez, lors de le dernier rapport du FMI, a soulevé un certain nombre d'incohérences dans l'exécution du budget. Surtout la non-maîtrise de la gestion de la dette. Et le déficit qui est devenu de plus en plus énorme. Enfin, des dépenses hors budget. Et je voudrais insister là-dessus. Il y a eu beaucoup de dépenses hors budget concernant la préparation du sommet de l'OUA sur la sécurité, qui a été très mal prévu et mal organisé. À partir de cet instant, toutes les dépenses qui ont été faites en dehors du budget ont été intégrées dans le budget. C'est ce qui a augmenté les dépenses par rapport au budget initial. Dès lors, il fallait ramener le déficit qui est passé de 80 milliards à 95 milliards. Ce qui est très dangereux pour notre économie et notre budget. Mais cela n'a pas été expliqué clairement, que ce ne sont pas les recettes qui ont augmenté, mais c'est plutôt l'effet des dépenses qui a amené le gouvernement à corriger son budget. En disant que le gap est nul, c'était à mon sens un abus de langage, parce que le déficit il est là, et lorsqu'à la fin de l'exercice le gouvernement n'arrive pas à éponger le déficit, ça devient une dette. C'est ça l'effet d'éviction dont on parle, mais qu'ils évitent de poser sur la table. Donc c'était un abus de langage quand on nous dit que les recettes ont augmenté. Les recettes n'ont pas augmenté. Madame la présidente Isabelle Amegavi a posé, c'était la première question qu'elle a posée, parce que lors de l'étude de la loi rectificative de 2014, on nous avait dit que l'élément fondateur qui avait
qui avait obligé le gouvernement à opérer une loi rectificative, c'était les recettes de douane dues au prix à l'époque du baril qui était très élevé, qui avait des effets sur le prix du pétrole et les importations. Cette année, elle a posé la même question. Est-ce que les recettes douanières prévues, qui avaient connu une augmentation de plus de 60%, est-ce que les recettes douanières vont répondre par rapport aux prévisions? Le ministre, dans un camouflage qu'on connaît, a dit, a rassuré qu'au niveau des recettes douanières, il n'y a pas de problème. Mais si au niveau des recettes douanières, il n'y a pas de problème et qu'il y a des augmentations, qu'est-ce qui explique le déficit qui est passé de 80 milliards à 95 milliards? La question, elle est là. Donc, c'est pour vous dire que les comptes de l'État, comme nous l'avions toujours déploré, sont insincères, ne sont pas sincères. Il y a l'insincérité des comptes, ce qui fait que le gouvernement, il est toujours rattrapé. Hein? Il est toujours rattrapé. Et quand vous regardez toutes les lois de règlement qui permettent de vérifier l'exécution du budget, vous constaterez qu'il y a toujours de ces amalgames-là. Le compte permanent des déficits est toujours croissant. Donc, pour répondre à votre question, ce ne sont pas les recettes qui ont augmenté, mais ce sont les dépenses qui ont augmenté compte tenu de ce que le FMI a fait comme recommandation. Vous avez touché tout à l'heure le rapport du FMI. Quelle est votre appréciation là-dessus? Non, le rapport du FMI a été clair. C'est que l'État togolais ne maîtrise pas la dette qui est devenue de plus en plus explosive, hein, qui augmente de plus de 15% chaque année. Aujourd'hui, le gouvernement dit que la dette publique du Togo est de 1336 milliards, alors que dans le rapport du FMI, la dette publique du Togo est de 1536,87 milliards. Qui dit vrai, qui dit faux? Voilà les problèmes. Or, le FMI a des éléments, hein, qu'on ne peut pas dire plus que crédibles. Mais est-ce que l'État togolais, le montant que le gouvernement togolais a donné, est-ce qu'il est crédible, sachant que les comptes de l'État ne sont pas sincères? Voilà le problème. Donc, le FMI a recommandé que toutes les dépenses qui sont effectuées en dehors du budget soient ramenées dans le budget. C'est ce qui a fait qu'on a découvert qu'effectivement, il y a des dépenses effectuées hors budget. La preuve, c'est que les prévisions pour les préparatifs du sommet de l'OUA sur la sécurité étaient évaluées à 500 millions. Mais dans le correctif budgétaire, ce montant est évalué à 5 milliards 500 millions, soit une augmentation de 1000%, en dehors de toute orthodoxie financière. Comment on peut expliquer que ces dépenses peuvent évoluer de cette façon? Et c'est l'honorable Padenou de l'ANC qui a posé la question, qui voulait savoir qu'est-ce qui explique cette situation-là et pourquoi aujourd'hui tout le monde reconnaît que c'est le port de Dakar suivi du port d'Abidjan qui sont les ports les plus modernes. Et ces pays-là ne se sont pas précipités pour organiser le sommet sur la sécurité maritime, et c'est le Togo. Quel est le bénéfice que le Togo peut engranger? Mais la réponse du ministre nous a fait sourire. Tout le monde a souri. Ils disent que dans le cadre des activités de l'OUA, lorsqu'un pays veut organiser un sommet ou une manifestation qui ne rentre pas dans le programme d'action directe de l'UA, ce pays est responsable de toutes les charges. C'est-à-dire que c'est le pays qui va supporter toutes les charges. Donc, ça veut dire qu'en réalité, le sommet que le Togo est en train d'organiser est un sommet en réalité de luxe qui ne rentre pas dans l'activité directe de l'UA. Donc, la réévaluation de la dépense a amené le Togo, c'est pas à augmenter cette dépense-là, qui est passée de 500 millions à 5,5 milliards. Alors que
vous connaissez toutes les difficultés que nous avions au niveau de la sécurité interne et la protection civile de notre pays. Et c'est ce qui a mis l'honorable Tadenu dans tous ces états, parce que pour lui, la sécurité intérieure est déjà dans une situation de dégradation avancée, avec des braquages, des vols à main armée, et la tranquillité du Togolais n'est plus garantie, mais on débloque 5,5 milliards pour aller préparer un sommet dont le bénéfice net n'est pas visible. Malheureusement, la présidente de la commission des finances, Madame Tignonpa, a dit que donc le Togo va gagner en image à l'extérieur. Voilà la réponse qu'on nous a donnée. Donc c'est pour vous dire que en réalité, la loi rectificative et Madame la présidente du groupe parlementaire ANC, si vous prenez son explication de vote, a dit que cette loi rectificative ne répond en rien aux besoins de la population. Quand vous prenez le secteur de la santé, au niveau des tous les plateaux techniques de nos hôpitaux sont dans un état de délabrement avancé. Quand vous allez dans nos structures scolaires, au niveau de l'éducation primaire, secondaire, même universitaire, aujourd'hui, la formation n'est plus adéquate. C'est l'information qu'on donne. Tous les équipements sont délabrés. Au niveau de l'enseignement technique, les machines sont grippées. Aujourd'hui, un élève qui sort d'un établissement de l'enseignement technique ne peut pas être directement opérationnel. Donc tout ça là, l'État togolais est dans un abandon. Donc on ne peut pas accepter cette loi rectificative qui vient faire, c'est pas corriger le budget, mais sans tenir compte des besoins de la population. Donc voilà pourquoi, en gros, selon l'explication de la présidente du groupe parlementaire, on ne pouvait pas accepter cette loi rectificative. Que propose votre formation politique, l'ANT? Ah mais oui, ça c'est une bonne question, mais je ne sais pas si le temps peut me permettre de répondre. Mais je vais laisser cette question-là, c'est pas à vous-même les journalistes, parce qu'il faut aller voir les engagements de Jean-Pierre Fabre, inscrits dans son programme de société qu'il a publié à la veille des élections. Il y a beaucoup d'innovations, beaucoup de propositions, rien que pour la sécurité, toutes ces dépenses inutiles qu'on organise, on va réorienter ces dépenses-là pour servir, parce que n'oubliez pas que l'ANC est un parti socialiste. Donc, il y a au cours de l'étude des événements qui ont marqué, qui nous ont marqué. D'abord, lorsque l'honorable Alphonse Pogo a posé la question concernant la route Lomé-Vaughan-Anfouin, qui est arrêtée, qui était censée être terminée avant le mois de novembre, qui est en état d'arrêt, en tout cas, qui est arrêtée, les activités sont arrêtées. Il a voulu en savoir, puisque dans la réponse du commissaire du gouvernement au cours de l'étude en commission, il a dit que c'est l'entreprise Seco BTP qui a gagné l'appel d'offres de cette route-là, et aussi une autre route qui est la route aéroport Colombe de la Paix. Donc pour des raisons des préparatifs de sommet de l'UA, ils ont demandé à l'entreprise de consacrer ses activités au niveau de la route aéroport. Mais nous avions poussé le ministre jusqu'à il est allé nous dire concrètement le problème. C'est que... Ce qui veut dire que les raisons avancées n'étaient pas vraies. Non, les raisons avancées n'étaient pas vraies. Parce que l'honorable Pogo a été très, je ne sais pas l'adjectif que je vais vous donner. C'est-à-dire qu'il a posé la question de savoir est-ce que le préfinancement est toujours d'actualité. À partir de ce moment, le ministre était obligé de tomber dans le piège. Puisque c'est lui-même, lors de l'étude du budget de 2014, c'était en décembre 2013, qui a déclaré publiquement que le principe adopté au Togo en ce qui concerne la construction des routes, c'est le préfinancement. Le préfinancement, c'est quoi? C'était qu'en accord avec l'entreprise qui a gagné le marché, l'État togolais s'engage auprès d'une banque que l'entreprise
va utiliser pour faire des prêts et venir faire les activités. Par la suite, l'État togolais va rembourser selon l'échéancier adopté. Et le ministre nous a dit clairement que la route Lomé-Vaughan-Anfoin, selon le cahier des charges, devrait coûter 36 milliards. Et qu'à ce jour, Diamond Bank a déjà versé 26 milliards, soit plus de 2 tiers. À partir de cet instant, c'est que la route devrait être dans la période de finition. Mais allez-y voir. Elle n'a même pas encore commencé. Et le ministre est allé trop loin en nous disant que lorsque la situation géologique de la zone comportant beaucoup de marécages ne permet pas les activités en saison pluvieuse. Or, cette route-là a commencé il y a de cela 3 ans. Et vous savez que la saison sèche a déjà dépassé plus de 6 mois. On ne peut pas venir nous expliquer ça comme ça. Ça veut dire qu'il y a un problème ailleurs que le ministre n'a pas voulu nous dire. Mais ce qui est encore plus grave, c'est que l'honorable Bogo a voulu savoir si c'est Seco BTP qui est la seule entreprise à même de réaliser ces activités. Et le ministre a lâché le mot, que c'est la moins-disante. Or, la veille, à l'Assemblée nationale, il y a eu un débat sur cette notion de moins-disant. Le président de l'Assemblée est allé jusqu'à nous expliquer que la route Sokodé-Tchamba, frontière Bénin, à ce jour, n'a pas été réceptionnée parce que l'entreprise qui avait enlevé le marché, qui était la moins-disante, n'avait pas de capacité. Et que c'est des gens, quand on dit que l'entreprise est moins-disante, soit c'est qu'ils ont des relations au sommet de l'État pour avoir des informations concernant le cahier des charges et fixer les montants beaucoup plus proches du montant qui se trouve dans le cahier des charges. Et comme ça se passe l'appel d'offres. Oui, mais c'est ce qui se passe en sourdine. Et vous, rappelez-vous le rapport de l'ARMP qui dit que les marchés sont octroyés sous la base de copinage et d'affairisme, ce qui confirme que l'appel d'offres concernant cette route n'a pas échappé à la règle. À partir de cet instant, nous avions compris que ce COBTP aussi, en fait, n'a pas échappé à la règle. Sinon, rien n'explique le fait qu'aujourd'hui, les travaux soient arrêtés à ce niveau-là. Ensuite, le dernier fait qui nous a marqué, c'est lorsque le ministre a été interpellé sur le classement, le dernier classement d'une organisation sur la pauvreté et qui a classé le Togo parmi les 10 pays les plus pauvres. Malheureusement, on a attendu le ministre, il n'a pas répondu à la question. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il ne pouvait pas. Et il nous a dit, puisque c'est moi-même qui lui ai posé la question, et je lui ai demandé de me donner le PIB par habitant, ce qu'il a eu du mal à me donner, c'est vraiment surprenant. Et quand il m'a dit que le PIB par habitant était de 300 000, quand vous divisez les 300 000 par 365 jours, ça veut dire que les Togolais moyens, ou bien en moyenne, les Togolais ont moins de 2 $ par jour. En dessous du seuil de pauvreté, ça veut dire que ce que on nous a dit, le classement, en fait, n'est pas très loin de la réalité. Revenons un peu à la loi rectificative. Est-ce que cette loi répond aux objectifs de la SCAP au moins? Non, c'est ce qui est curieux et un peu malsain lorsque nous constatons que depuis 2012, que la SCAP a été adoptée comme le soubassement même du projet de société du gouvernement RPT uni. La SCAP, c'est la stratégie pour la croissance accélérée et la promotion de l'emploi. C'est un document qui relate la stratégie adoptée par le gouvernement pour permettre d'avancer, d'améliorer les conditions de vie de la population, de faire les investissements. Donc la SCAP comporte 5 axes. Il y a l'axe la formation, l'axe investissement, l'axe secteur privé
le budget devrait faire une répartition selon un quota respectant l'ASCAP. Malheureusement, depuis 2012 que l'ASCAP a été adopté, aucun budget que nous avions adopté à l'Assemblée nationale n'a respecté les principes de l'ASCAP. Vous avez demandé les raisons? Nous avions demandé les raisons, mais le ministre de l'économie et des finances, en 2013, nous avait dit qu'ils vont essayer de respecter. Or, figurez-vous que l'ASCAP a été prévu pour durer pendant 5 ans. Donc, c'est de 2013 à 2017. À ce jour, l'ASCAP n'a jamais été respectée. Et nous disons qu'il s'agit là d'une arnaque politico-économique et même sociale. Parce que ça veut dire que tout ce qu'on proclame, on ne l'a jamais respecté. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on nous dit que c'est un mandat social. Mais quand vous prenez la loi rectificative, elle ne répond en rien aux objectifs d'un mandat social. Au contraire, elle ne fait que appauvrir le pays. C'est pourquoi nous ne pouvons pas voter ce budget-là. Regardez et renseignez-vous, depuis 2013, vous prenez toutes les explications de vote du groupe parlementaire ANC, présenté par Mme Isabella Megambi, vous verrez que nous avions toujours relevé ces incongruités-là et nous n'avions jamais voté ce budget-là parce qu'ils ne répondent en rien aux besoins de la population, surtout en ce qui concerne ce qu'eux-mêmes ils ont prévu comme objectif. Je vous remercie.